Avant toute chose, un mot sur cette chaîne YouTube, et sur ce qu'elle est en train de devenir. À l'origine, on pensait pas du tout faire une chaîne YouTube, d'ailleurs. Tout part de notre attaché de presse, qui nous a dit au moment de la sortie de notre livre en février, qu'aujourd'hui, il fallait pas négliger ces nouveaux moyens de communication. Bon, au départ, on était assez dubitatif, un peu perplexe. Et puis j'ai commencé, et effectivement, à la réflexion, et en voyant d'ailleurs les commentaires que vous faites, j'en viens à l'idée qu'il y a là un outil très intéressant, finalement beaucoup plus intéressant que pour diffuser des idées, et beaucoup plus intéressant au fond même que la radio ou la télévision. Les quelques interviews que j'ai pu avoir à faire, soit après la publication du premier livre, soit après la publication de ce second essai. Il faut toujours se battre contre les questions, le montage, enfin tout un dispositif. Alors la télé, c'est le pire du pire, qui vise à verrouiller complètement la parole, et finalement quand on arrive à glisser une idée, on est déjà à peu près content. Bon, après tout, YouTube, on est totalement libre de développer sa pensée, de faire des vidéos de la durée qui convient. Et du coup, ça rentre dans une résonance inattendue avec ce qu'on a essayé de faire avec ce livre. Parce que la véritable ambition de ce livre, c'est une ambition politique. Politique au sens philosophique du terme, politique au sens de la vie de la cité. Et c'est une ambition philosophique, avant d'être ni thérapeutique, ni... bon... Et puis, n'en déplaise à certains esprits soupçonneux, c'est pas une ambition commerciale. Ne serait-ce que parce qu'il suffit d'aller regarder ce bouquin, ne l'achetez pas, juste feuilletez-le, et vous verrez à quel point c'est pas commercial. Ce qui est commercial, c'est de dire qu'on a des recettes, de mettre le mot « comment » dans le titre de « comment faire pour ceci, comment faire pour cela », et grosso modo d'avoir 3 idées en 200 pages, très illustrées, avec force argument péremptoire. Ce qui est commercial, c'est de dire voilà, je sais comment il faut faire, voilà qui je suis, se présenter avec ses titres, avec son expérience, et annoncer qu'on a les clés. Ça, c'est commercial. Nous, on essaie de penser. Et pas simplement de penser pour nous, oui, réfléchir pour nous, mais surtout on essaye d'inviter tout le monde à réfléchir, à s'emparer d'un certain nombre d'outils. Parce que on est à une époque où finalement la pensée est assez verrouillée. Bon, elle l'a toujours été, mais disons que c'est d'autant plus paradoxal à notre époque que, soi-disant, avec les nouveaux moyens de communication, avec l'élévation du niveau culturel, enfin tout le monde aujourd'hui sait lire, enfin tout le monde... Non, il y a encore de l'illettrisme, enfin disons globalement, il y a une proportion importante de la population dans des pays comme le nôtre qui sait lire, il y a Internet, qui est un moyen de connaissance potentiellement infini, enfin en tout cas indéfini, bon. Et pour autant, à l'époque où, soi-disant, nous serions dans une société rationnelle, où les citoyens auraient les moyens d'être de plus en plus des citoyens éclairés, il y a des mécanismes de verrouillage de la parole et de la pensée qui fonctionnent toujours à plein. Et notamment, justement, et ça rejoint d'ailleurs certaines interrogations qu'on trouve dans les commentaires, notamment ces mécanismes qui, finalement, réfèrent une parole à son statut présumé de vérité, ce statut présumé de vérité lié finalement au titre et à ce qui la garantit. Et où finalement la plupart des gens gobent tout cru une parole pourvu que elle soit autorisée par une source prétendument infiniment fiable. Alors on pourrait croire que ce que je décris là est réservé aux religions, aux phénomènes de secte, y compris par exemple à la psychanalyse en tant qu'on peut la considérer comme une secte, ce qui à bien des égards peut se faire. Bien sûr que beaucoup de gens à l'intérieur du monde de la psychanalyse considèrent Freud ou Lacan comme quasiment des prophètes détenant une vérité révélée et gobent tout cru les concepts, s'y réfèrent comme si c'était l'alpha et l'oméga de tout ce qu'on peut dire sur le psychisme. Oui, bien sûr, c'est vrai que la psychanalyse. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'un certain nombre de croyances, etc. Mais ne nous leurrons pas, c'est vrai aussi avec la manière dont la science est véhiculée auprès du grand public.
D'ailleurs, même quand on dit la science, alors j'ai lu ça ou là des gens qui, justement, parce que j'exerce comme psychanalyste, se sont dit, bah forcément, il a un soupçon vis-à-vis de la science. Bon, donc, finalement, le titre implique d'emblée forcément une position épistémique. Non, non, j'ai aucun soupçon vis-à-vis de la science. D'ailleurs, j'exerce comme psychanalyste, mais je revendique encore une fois que l'essentiel de ma formation et l'essentiel de ma démarche est philosophique. Et la philosophie, c'est l'amour de la connaissance. Philosophia, sagesse en fait dans le sens grec, c'est pas tant le sens moral que le sens vraiment de savoir. Et en outre, dans ma formation philosophique, ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'est peut-être l'épistémologie. Et justement, alors l'épistémologie, qu'est-ce que c'est ? C'est la partie de la réflexion philosophique qui concerne la connaissance elle-même, c'est-à-dire la science. Épistémè, en grec, c'est la connaissance. Donc l'épistémologie, c'est quand la science se retourne sur elle-même et se demande qu'est-ce que c'est qu'une preuve ? D'un champ à l'autre de la science, qu'est-ce que c'est qu'une preuve ? Et quelle fiabilité on va accorder à telle procédure de preuve ? Et pas simplement qu'est-ce que c'est qu'une preuve, mais ensuite qu'est-ce que c'est qu'une théorie ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse ? Comment s'articule un ensemble théorique ? Qu'est-ce que c'est qu'un modèle ? Qu'est-ce que c'est qu'une expérience de laboratoire ? Etc. etc. Bon. De manière... alors, du coup, quand on dit la science, avec un œil d'épistémologue, on dit pas grand-chose. Parce que les procédures de preuve sont pas du tout les mêmes en mathématiques. C'est même pas sûr d'une certaine façon qu'on puisse qualifier, si on est très rigoureux, les mathématiques du mot de science. Mais je suis pas en train de dire que je suis pas en train d'invalider les mathématiques là. Je suis en train de dire que il est pas sûr que les mathématiques étudient un objet qui existe indépendamment de l'activité des mathématiciens. Il est pas sûr que les objets mathématiques, les objets géométriques, les objets arithmétiques préexistent à l'activité mathématique elle-même. Et donc on peut considérer, c'est tout à fait rationnel, ça a été défendu, c'est soutenable, que les mathématiques sont plutôt une technique ou un langage, d'une certaine manière auto-référencé. Mais, bon, appelons les mathématiques une science. En tout cas, en mathématiques, par exemple, les procédures de preuve, c'est-à-dire la démonstration, ne sont pas du tout les mêmes qu'en physique. En physique, et dans un certain nombre d'autres sciences, dites expérimentales, les procédures de preuve sont l'expérience menée en laboratoire. Mais là encore, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que les conditions de l'expérience en physique théorique, par exemple en physique quantique, et les conditions de l'expérience en biologie, mettons, sont tellement distinctes que finalement, quand on regarde de près, on n'y prouve pas du tout de la même façon. Du coup, on débouche, par exemple, en physique, sur une science qui est quasiment intégralement mathématisée, et le quasiment est de trop, hein. Tout objet théorique de la physique, que ce soit l'objet masse, volume, c'est en fait une constante ou une variable dans des équations qu'on sait parfaitement écrire, et qui s'articulent les unes aux autres. C'est pas du tout le cas en biologie. Pas du tout. Les concepts clés de la biologie ne sont pas du tout mathématisés. La biologie n'est pas une théorie mathématisée. Et ça tient notamment à la question de la manière dont on prouve. Et les procédures de preuve dans une expérience biologique sont, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard, mais sont finalement beaucoup moins fiables. Elles ont une fiabilité, évidente. Je suis pas en train de dire que la biologie c'est du vent ou du mythe. Mais à l'aune de la physique, par exemple de la physique quantique, l'expérience de biologiste, ça fait sourire. Et en même temps, bien sûr que on avance et qu'on découvre des choses et qu'il ne s'agit pas de disqualifier pour autant la biologie, par exemple. Dès qu'on sort du champ des sciences expérimentales, quand on passe au champ des sciences dites humaines, où il est très difficile de mener une expérience, et même ce qu'on va appeler expérience, c'est presque une homonymie, ce qu'on va appeler expérience en psychologie, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une expérience en physique, mais rien du tout, ni dans la manière d'être mis en place, ni dans la manière d'être interprété, dans la manière d'être mathématisé, bon, et c'est dans cette homonymie, c'est dans cet amalgame que se cachent toutes les omissions, toutes les forfaitures, et que se logent des réflexions épistémologiques d'une importance considérable. Parce que par exemple, s'agissant des sciences humaines,
ce qu'on appelle les sciences humaines, c'est-à-dire toutes les sciences qui étudient l'homme en tant qu'être de culture, les activités de l'homme, c'est-à-dire aussi bien la psychologie, l'économie, l'histoire, la géographie, l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, etc., etc. Il est même pas sûr qu'on puisse légitimement appeler ça des sciences. Quand je dis il est même pas sûr, c'est pas un esprit chagrin, soupçonneux qui dit ça depuis sa tour psychanalytique. C'est dans l'œil des épistémologues. Il y a des épistémologues très sérieux, quelqu'un comme Bruno Latour par exemple, qui considère que finalement pour plein de raisons, que je décortiquerai dans des vidéos à venir, on peut pas légitimement appeler ça des sciences. Bon. Je le rejoins pas là-dessus, mais c'est pour dire qu'il y a quand même une prudence très nécessaire, et quand on dit la voie de la science, il y aurait d'un côté, justement, cette vision très caricaturale, d'un côté, la science, avec un grand L et un grand S, et de l'autre côté, des pensées plus ou moins fumeuses. C'est une vision néo-positiviste extrêmement naïve, mais c'est la vision d'un certain nombre de gens dans le grand public, et puis c'est une vision qui séduit des gens dans la communauté des surdoués. Bon, pour l'instant, on est parti beaucoup de la douance, mais le but de cette chaîne, c'est pas de parler que de la douance. D'ailleurs, d'une certaine manière, on s'en fout de la douance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. La douance m'intéresse dans la mesure où il y a là un phénomène qui, par lui-même, d'abord, comporte un certain nombre de souffrances dont je pense qu'il faut pouvoir les comprendre, mais surtout que si on tire le fil de ce dont il s'agit là, je suis assez persuadé que ça nous en apprend énormément sur le psychisme en général, et que ça a des incidences considérables, y compris des incidences d'ailleurs politiques, là encore au sens philosophique du terme, ça n'a rien à voir avec la question de la couleur du bulletin de vote qu'on met dans l'urne. Bon, donc, j'y reviens, si un certain nombre de surdoués sont facilement gourmands d'explications scientifiques, c'est très compréhensible. C'est parce que évidemment il y a un souci de vérité plus grand encore quand on a justement un profil qui ne gobe pas facilement et qui n'aime pas les arguments d'autorité. Et finalement, la science pourrait facilement apparaître comme l'argument d'autorité légitime par rapport à toutes les autres croyances plus ou moins bidons. Bon. Et puis quand on a lu un peu, je sais pas moi, ou qu'on a eu juste un cours en terminale sur, je sais pas, Karl Popper, et sur la différence entre les idéologies qui seraient donc non falsifiables, ce que Popper, épistémologue donc américain du XXe siècle, essaye d'affiner, ce serait la distinction justement entre des disciplines dans lesquelles les hypothèses sont falsifiables, c'est-à-dire on peut montrer qu'elles sont fausses, ça ce serait la science, il y a des procédures de preuve qui permettent de montrer qu'elles sont fausses, et puis d'autres champs de pensée, alors il cite notamment la psychanalyse, mais il cite aussi le marxisme, dans lequel la construction même de la théorie et du discours ferait que les énoncés seraient infalsifiables, et que du coup on arrive toujours à, grosso modo, on peut toujours retomber sur ses pattes et défendre l'hypothèse qu'on défend, quel que soit le démenti apporté soit par les faits, soit par la mise en lumière de contradictions internes à la théorie. Bon, donc un certain nombre de gens s'emparent avec gourmandise de ça, pour opposer de manière très caricaturale deux camps, le camp de ceux qui détiennent la vérité, c'est la science, et le camp des discours fumeux et bidons. Bon, là aussi j'y reviendrai, je ferai une vidéo sur Popper. Il se trouve que, et ça c'est pas, il n'y a rien de polémique dans ce que je vais dire, c'est intéressant l'argument de Popper, mais tous les épistémologues modernes savent que tel quel, ça tient pas. Ou que plus exactement, tel quel, il y a quasiment que les maths qui sont infalsifiables. C'est-à-dire que même la physique, on peut pas tout à fait dire que les énoncés sont infalsifiables. Pardon, c'est l'inverse, vous l'aurez compris, il y a que les maths qui sont falsifiables. Voilà, même la physique, c'est même pas si clair qu'on puisse dire que les énoncés sont falsifiables. Bon. Et ça, au fond, c'est quelque chose qui remonte à d'ailleurs quelque chose qu'on avait aperçu dans l'épistémologie, même avant Popper. Bon, j'y reviendrai, je ferai des vidéos sur tout ça parce que c'est long et c'est complexe. Mais ce à quoi je veux venir, c'est à l'idée que, précisément, si on veut être rigoureux, si vraiment on veut essayer de comprendre, la première des choses, c'est d'exercer une prudence saine, une sorte de méfiance vis-à-vis de l'ensemble des discours. Alors,
En même temps, une méfiance qui n'est pas la même, évidemment, quand c'est un discours complètement fumeux et quand c'est un discours qui est étayé. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas du tout que tous les discours se valent. Précisément, c'est pas du tout que toutes les croyances seraient équiprobables. Pas du tout. Il y a des propositions dont la probabilité approche 1. L'essentiel des propositions de la physique théorique aujourd'hui ont une probabilité extrêmement forte. La probabilité que la loi de la gravitation universelle soit fausse, elle n'est pas nulle, mais elle est négligeable. On a bien raison de faire, c'est epsilon, on a bien raison de faire comme si elle était nulle. Mais précisément, les propositions, par exemple, théoriques de la biologie, même celles qui sont très probables, et par exemple, l'évolution des espèces, c'est en effet extrêmement probable. Cela dit, la probabilité n'est pas du tout la même. Elle est même pas facilement chiffrable, hein. Et a fortiori, là on parle de l'hypothèse fondamentale de la théorie biologique aujourd'hui, mais un certain nombre d'hypothèses plus secondaires sur le fonctionnement exact de tel organe, de tel processus à l'intérieur du corps, il y a un certain nombre de choses qui sont d'une probabilité importante, mais bon, disons, il est extrêmement probable que voilà, telle chose serve à peu près à ça, mais dans les détails, on sait très bien que la connaissance est encore très lacunaire et que les révolutions, d'ailleurs, les révolutions scientifiques qui se produisent dans la biologie ne sont pas du même type que celles qui se produisent dans la physique, parce que carrément, il y a des choses qu'on tenait pour quasi certaines 10 ans avant, et dont on se rend compte que finalement, il faut les remettre sacrément en cause 10 ans après. Bon. Pour ceux qui sont un peu familiers de ce qui est en train de se passer autour, aussi bien par exemple de la découverte du rôle des cellules gliales dans le cerveau, que par exemple des découvertes sur le fait que la différence entre le génétique et l'épigénétique est beaucoup moins claire que ce qu'on croyait, etc., etc., ils verront à quoi je fais allusion ici. Pour les autres, on en parlera, je prendrai le temps d'en parler. Parce que, précisément, là où cette chaîne et là où YouTube me paraissent un instrument intéressant, c'est pour, et j'y reviens, faire ce qu'on a essayé de faire dans le bouquin, c'est-à-dire non pas énoncer des thèses de manière catégorique, mais soulever des hypothèses de manière suffisamment explicite et en essayant de se donner les moyens pour faire se rejoindre deux choses qui sont en général totalement disjointes dans la société actuelle, c'est d'un côté la recherche et de l'autre la vulgarisation. En général, c'est disjoint. Alors, il y a des disciplines où c'est évident, on sait pourquoi c'est disjoint. Les deux peuvent pas aller ensemble. Interrogez un chercheur en maths ou un chercheur en physique quantique, et il vous expliquera bien que au niveau de complexité et de technicité où se situe actuellement la recherche, c'est évident que c'est deux choses très différentes. D'ailleurs, la physique quantique, elle est même pratiquement pas vulgarisable, c'est-à-dire que, au fond, quand on s'interroge sur ce qu'est vraiment la lumière, par exemple, ou ce que sont les particules élémentaires, on n'est plus que dans un langage mathématique qui n'est pas aisément traduisible même en mots ou en concepts. Et quand on en donne une image, c'est toujours une métaphore très éloignée. Bon, c'est pour se faire comprendre, voire pour même que sa propre imagination, la propre imagination du chercheur, puisse s'accrocher à quelque chose. Mais finalement, la théorie elle-même ne se joue que dans des mathématiques, et des mathématiques qui sont suffisamment complexes pour qu'elles soient totalement hors de portée du grand public. Bon, c'est vrai dans certains secteurs. Mais dans énormément d'autres secteurs de la pensée, et notamment dans tout ce qui concerne les sciences humaines, il y a une espèce de subterfuge par lequel se construit une pseudo-expertise parce qu'en plus, quand on la regarde de près, s'y affrontent des courants de pensée totalement contradictoires et qui reposent souvent sur des bases relativement fragiles, ce qui en même temps n'empêche pas d'essayer de continuer à prouver, mais que le dogmatisme et avec lequel sont avancés des hypothèses qui sont très peu prouvées au fond et surtout spéculatives, reposant sur des modèles qui sont finalement relativement fragiles ou aléatoires, même s'ils sont assez féconds.
tout ça tend à ce que la plupart des gens aient l'impression qu'il n'y a plus à penser. Il faut déléguer la pensée à d'autres. Il y a ceux qui savent, il y a ceux qui, habillés d'une blouse blanche ou affublés d'un titre, savent, eux connaissent, et il n'y aurait plus qu'à gober des injonctions d'ailleurs. Voilà, ça c'est comme ci, comme ça, et voilà ce à quoi vous devez croire. Bon. Et ça, c'est une captation assez inacceptable, à mon sens, de la réflexion, par des mécanismes, par des institutions et par des mécanismes qui, en plus, quand on les regarde avec un œil d'épistémologue, sont, encore une fois, viciés par... Il y a plein de biais. Croire que, parce qu'on est dans un laboratoire, parce qu'on a un titre de chercheur, on est à l'abri des biais de pensée, de ce qui va nous emmener sur des chemins totalement erronés, c'est extrêmement naïf. Donc, dans notre bouquin, on essaye de déplier toute la réflexion. C'est plus facile évidemment dans un bouquin. Une vidéo, c'est court, je l'ai rappelé. Mais finalement, ça me donne envie d'en faire plusieurs. Et ce qui s'ouvre là, peut-être, on verra jusqu'où nous mène l'aventure, c'est une réflexion philosophique, mais à destination du public, à destination de ceux qui regardent YouTube, pour non pas enseigner des choses, oui, bien sûr, je compte faire par exemple quelques vidéos d'épistémologie qui auront d'abord un côté pédagogique. Mais pour bien plus que ça, finalement, essayer de partager des outils de réflexion pour s'emparer de questions. Par exemple, j'avais envie de faire une vidéo sur la question de la perversion. Mais là encore, des vidéos sur les pervers narcissiques, sur les pervers, sur le lien entre les surdoués et les pervers, etc., il y en a plein. Mais ces vidéos sont presque toutes faites comme si on savait ce que c'est qu'un pervers. On sait. Mais pas du tout. Que ce soit dans la nosographie psychiatrique, que ce soit dans le DSM, ou dans les approches psychiatriques, ou dans les approches psychanalytiques, c'est un concept qui est extrêmement fragile, qui est très mal fichu. Et ça vaut le coup d'analyser en détail à quel point il est mal fichu, non pas parce que ça y est, je détiendrai avec mes co-auteurs la solution. Non. On a des idées, des pistes, qui sont peut-être totalement erronées, mais en tout cas, apercevoir à quel point il est mal fichu, essayer de comprendre, essayer de démonter les concepts, pour ne plus être seulement dupe, finalement, des visions catégoriques des uns ou des autres, et cesser de croire, comme beaucoup de gens le font, en d'ailleurs la science, comme on croit en une religion. Justement, soyons rationnels jusqu'au bout. Et je revendique mon rationalisme. Mais mon rationalisme me conduit à plusieurs choses. Me conduit d'abord à être extrêmement critique vis-à-vis de toute activité de pensée, à commencer par la mienne d'ailleurs. Bien sûr qu'un des problèmes fondamentaux dans les sciences humaines, c'est que précisément du fait du peu de fiabilité des procédures de preuve, on ne peut jamais faire l'économie d'une réflexion sur nos propres a priori. Peut-être que tout ce qu'on a défendu dans ce bouquin, peut-être que tout ce que je suis en train de défendre, j'ai beau croire que c'est étayé sur une réflexion, sur un raisonnement, sur énormément de lectures, voilà, peut-être que c'est rien d'autre que mes propres projections, mes fantasmes, mes névroses, et que c'est ce que j'avais besoin de me raconter sur l'intelligence et la douance, et finalement je n'ai fait par tout ce travail que me duper moi-même. Oui, peut-être, c'est un vrai doute, c'est un doute constant. Mais je suis pas en train de faire là un aveu qui me concernerait moi parce que j'ai pas assez bossé. Je suis en train de désigner un doute qui devrait accompagner théoriquement n'importe quel chercheur en sciences humaines. Et l'accompagner constamment. Or finalement, ceux que le doute accompagne sont plutôt une minorité. Et de la même façon, même si les procédures sont plus fiables en sciences expérimentales, elles sont plus fiables, mais les interprétations qui sont faites des expériences de laboratoire sont parfois, d'un point de vue épistémologique, extrêmement naïves. Et là aussi, on pourrait s'attendre à ce que tout scientifique, tout biologiste, tout physicien soit féru d'épistémologie. Ce serait le minimum à attendre, mais pas du tout. L'écrasante majorité n'en a même aucune notion. Et d'ailleurs, quand par exemple un neurobiologiste s'intéresse à l'épistémologie,
Je pense à quelqu'un comme Lionel Nakache, que je vous invite à lire. Il a fait pas mal de bouquins qui sont extrêmement pertinents. Et justement, du coup, parce qu'il a un œil aussi d'épistémologue sur ce qu'il fait, il est toujours d'une extrême prudence. Ce que ne sont pas bon nombre de neurobiologistes, bon nombre de gens des sciences cognitives, des dites sciences cognitives, là encore. Et c'est pas polémique. Oui, bien sûr que la psychanalyse n'est pas une science, mais il suffit pas de se baptiser science. C'est pas parce que le département universitaire appelle ça science, c'est pas parce qu'il y a soi-disant des sciences du management, ou des sciences du coaching, ou des sciences de ceci, des sciences de cela, que ce en sont véritablement. En tout cas, si on appelle une science un domaine dans lequel il y a des procédures fiables, on peut vraiment se poser la question. Beaucoup se posent la question. Il n'est pas du tout sûr que, quand on regarde la sociologie, l'économie, l'histoire, et donc les sciences cognitives, il n'est pas du tout sûr que l'essentiel de l'activité ne soit pas finalement une activité spéculative, mais ce que j'appelle spéculation, c'est finalement le fait de faire des hypothèses dont on sait qu'elles sont pas vérifiables, mais qu'on va conserver parce qu'elles semblent fécondes. Bon, mais ce qui est évidemment très fragile. Mais il y a peut-être des domaines où on est globalement condamné à ça. Mais au moins faut-il le savoir. C'est-à-dire quand on le fait en étant dupe, c'est là que ça devient pernicieux. Donc, je ne suis pas dans une démarche polémique. Je ne suis pas non plus, comme l'a gentiment dit quelqu'un qui a fait le commentaire en croyant me faire un compliment, un psychanalyste modéré. Je ne suis pas modéré dans mes positions. J'exerce comme psychanalyste, mais je ne pense pas que comme psychanalyste. J'ai beaucoup de critiques vis-à-vis de la psychanalyse. Ça ne fait pas de moi un psychanalyste modéré. Je n'appartiens pas à un camp. Je suis pas là pour défendre un drapeau, un groupe. Je m'en fiche de ça. Oui, bien sûr, il y a un livre noir à écrire de la psychanalyse. Au passage, il y a aussi un livre noir à écrire de la psychiatrie. Et quand les cognitivistes auront pris le pouvoir dans les institutions et qu'on leur aura laissé le temps de faire un certain nombre de conneries, il y aura un livre noir aussi assez épais à faire. Bon, c'est évidemment, comme dans quasiment toute pratique humaine. Il y a un livre noir de la médecine, c'est pas une manière de dire que tout s'équivaut. C'est une défense à minima de la psychanalyse. Ce qui me fait exercer comme psychanalyste, c'est pas juste cet argument-là. Mais évidemment que si on veut être rigoureux, il faut se poser les questions en amont. Et donc le but de cette chaîne, c'est de donner, pour autant qu'on le puisse, grâce à notre formation, de donner à tout le monde des outils, les outils les plus pertinents possibles, pour avoir ce recul critique, finalement avoir une position de philosophe, et ça demande et avoir une position de philosophe, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir passé des diplômes. Si d'ailleurs, si le résultat de cette chaîne, si le résultat de notre livre, ça pouvait être que des gens qui pensaient n'en être tout à fait incapables s'aperçoivent qu'ils peuvent lire Kant, Spinoza, Nietzsche, Aristote, Adam Smith, Marx, Freud, etc. Et qui peuvent prendre ces pensées au collet, au corps à corps, et voir en quoi ça tient, en quoi ça tient pas, on aurait fait un boulot magnifique. Je sais pas si on y arrivera, mais je trouve que c'est une belle ambition.